debout congolais. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette occasion qui nous réunit ces jours. La soutenance publique de la thèse de docteur, que tu puisses guider cette cérémonie, que tu puisses diriger cette cérémonie et que tout se passe conformément à ton plan et à ta volonté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades étudiantes et étudiants, nous sommes réunis pour une séance publique de soutenance de thèse de M. Godet Koikalima. Cette séance se tiendra durant 2 heures maximum. Mais avant d'en arriver là, nous allons présenter brièvement le candidat, le récipiendaire de ce jour, et nous allons également présenter les membres du jury qui siègent ce jour pour examiner la thèse de M. Godet Mboye. Pour présenter les candidats de l'extérieur qui se présentent pour les titres de docteur en économie et développement ici à l'Université catholique du Congo, nous pouvons brièvement dire que M. Godet Koikalima est né le 29 novembre 1966. Il est marié et père de 5 enfants. Il a commencé ses études ici à l'Université catholique, à la faculté d'économie et développement depuis le premier Galilois. Il a eu la licence, puis il a fait aussi le BA en économie et développement. Et à côté de cela, le récipiendaire a fait aussi un DS en sciences, a fait aussi une agrégation d'enseignement, ici toujours. Il est diplômé de l'École nationale de finances, comme ça il a fait avant, il est venu comme expérience professionnelle. Il est auditeur à la direction générale du corps d'assises. Il est consultant international en management. Nous donnerons à chaque membre du jury 10 minutes pour interroger. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Godet Koikalima pour présenter la déclaration de sa dissertation. Voilà, vous avez la parole. Merci, M. Avant toute chose, je voudrais d'abord bénir l'Éternel des armées. Il a rendu possible la séance. Les remerciements s'adressent également au président, M.
Je voudrais également dire merci à vous qui avez accepté de venir nous assister dans le cadre de cette prière. Et nous allons présenter cette idée de l'assainissement rationnel du système fiscal qui doit être comme mécanisme avancé de l'économie, problème et perspective d'une fiscalité de développement indépendant. Tout est partout des constats. Et c'est donc ce constat qui a constitué notre question de départ. Nous voulions savoir quels pourraient être les coefficients fiscaux appliqués dans notre pays d'une manière telle que les tissus économiques ne bougent pas. Et pour répondre à cette question, nous avons dû répartir ce travail en 3 parties. Chacune ayant naturellement 3 chapitres. Donc ce qui fait 9 chapitres pour l'ensemble du travail. Ces 3 parties ont été réparties selon leurs affinités. C'est ainsi que la première partie, qui a 3 chapitres, intitulée les référentiels du système fiscal, traite des concepts de base. Donc, il s'agit des concepts qui sont d'application aussi bien ailleurs qu'ici chez nous. Tandis que la deuxième partie présente les cadres économiques et fiscaux de la RDC pour en traiter essentiellement les problèmes. Et enfin, la troisième partie traite de la nouvelle fiscalité que nous voulons séparer de l'économie. De façon schématique, cette thèse a 3 parties, c'est-à-dire qu'il traite des concepts qui sont universels, mais elle traite également des problèmes qui sont particuliers, idoines à notre pays. Et enfin, dans la 3e partie, nous proposons des perspectives et qui constituent notre modeste apport à l'évolution de l'économie. Pour ce qui est de la première partie, composée de 3 chapitres, on peut déjà trouver au premier chapitre que nous parlons des différentes approches des questions de l'impôt dans le monde. Évidemment, chaque discipline a sa façon d'appréhender la question fiscale. Nous avons fait cette revue pour voir quelle pourra être l'approche qui peut être en syntonie avec les réalités de notre pays. Nous avons parlé des approches économiques, de l'approche économique, l'approche politique, l'approche juridique, l'approche sociologique, l'approche éthique et l'approche philosophique. Pour les économistes, ils pensent que le mot du droit général de recette, il doit être protecteur des tissus économiques, de façon à assurer la pérennité de la loi au nom d'un développement transgénérationnel. Les politiques ou les politiciens, les politistes, ils estiment que pour eux, c'est l'un des outils des politiques publiques et il est aussi un instrument des conquêtes ou des conservations de recherche. Les juristes s'occupent des aspects réglementaires, des aspects légaux, tandis que les sociologues, ils s'occupent de la transformation de l'État par l'entreprise. Tandis que les techniciens, pour qu'ils estiment qu'il faut suffire d'avoir des idées fiscales pour éviter que les plus pauvres continuent à payer chaque année davantage, pendant que les riches continuent à agir. Je propose comme solution la progressivité. Les philosophes, ils estiment qu'il ne faut pas tenir compte de la souveraineté des États
déjà à ce niveau-là. Et il n'y a aucune approche qui, appliquée de façon singulière, peut résoudre tous les problèmes de l'économie. C'est ainsi que nous sommes inscrits dans une approche, mais d'essence économique, c'est-à-dire une fiscalité qui renfloue les caisses de l'État tout en pérennisant l'assiette fiscale qui est constituée des opérations économiques. Parmi les chapitres de la on parle de techniques d'application dans le monde, nous nous sommes contentés de faire l'historique des impôts, d'en présenter les formes, les méthodes, les principes, d'une manière telle que nous pouvons voir les concepts les plus appropriés par rapport au contexte de notre pays, parce que vous ne savez que dans l'approche systémique, dans l'approche des enseignements, vous m'avez pour la data, les principales. Pourquoi nous sommes livrés à cette gymnastique? C'est tout simplement parce que toutes les réformes fiscales imposées par la volonté de mitiger les réalités. C'est ainsi que débouche dans la plupart des cas sur une fiscalité économique. Et nous avons, pourquoi j'ai fait la fiscalité comparée entre les bases d'enseignement de la question des impôts dans 5 des pays du monde, notamment la France, la Belgique, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ce choix a été monté par une autre théorie économique de développement qu'on appelle la théorie de l'avantage de Rian. Donc, qui peut profiter, bénéficier des expériences des autres pour faire mieux. Lorsque nous sommes arrivés au point où il fallait parler des problèmes de notre système fiscal, nous avons également procédé, comme dans la première partie, en sectionnant cette partie en 3 chapitres. Nous avons présenté les cadres économiques de notre pays. Pourquoi nous avons présenté ces cadres? C'était une façon pour nous de mettre en exergue les gisements non encore exploités par le fisc. Et à ce niveau-là, nous avons incité sur notre superficie, qui est de 1,345 000 km². Rien que cette superficie, c'est déjà un atout fiscal. Parce que je me souviens, qu'on nous avait dit quand on était à l'école primaire, qu'un kilomètre carré représentait pratiquement 1 million de mètres. Lorsque vous convertissez cette superficie en mètres carrés et en hectares, vous allez vous retrouver avec un pays. Il y a pratiquement quelque chose comme 23 milliards d'hectares. Et je voudrais souligner d'emblée que le fait que je parle à haute voix ne me comparez pas à ceux qui sont maintenant. Ce sont des gens qui m'ont forgé et tels qu'ils sont là, ils ne sont pas venus m'écouter. Ils sont en train de finaliser des actes de formation. Et je sollicite de l'indulgence pour certaines interventions que vous pouvez trouver soit dans le format vivant de l'année, soit dans ce qui sort de la bouche. Ils n'oublient pas que je reste toujours l'air et la question commune il y a hier. Et je reviens à ce que j'ai dit. Déjà, il se pose un problème d'inefficacité, non seulement du système, mais aussi un problème d'efficacité des services. Imaginez-vous, nous avons un espace comme celui-là. Mais la DGI elle-même, elle n'a jamais atteint les recettes de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc, quelque part, c'est déjà un problème que nous résolvons. Le deuxième problème que nous avons relevé dans le cadre de la présentation de la sécurité fiscale, c'est la surpopulation congolaise. On nous dit que nous sommes aujourd'hui à 65 millions d'habitants. Nous sommes déjà un marché. Et dans le contexte économique, c'est-à-dire que nous consommons plus. Notre effectif, l'effectif congolais, il est déjà attrayant pour les investisseurs. Parce que nous sommes un marché. Même si c'est un problème du côté du pouvoir. Donc, nous réalisons pour la problème de pression dans les cas de ce secteur. Nous sommes également penchés sur notre hydrographie. Vous connaissez
sait qu'en termes de conquête, le fleuve Congo, c'est le 6e du monde, tandis qu'en termes de drainage, il est le 2e dans le monde. Donc, c'est nous devons l'exploiter au maximum pour fiscaliser davantage notre système. En dehors de ces problèmes des atouts économiques, au 5e chapitre, nous avons élevé des problèmes de structures mobilisatrices de l'excédent. Donc, nous avons parlé de la GGI. Nous avons parlé de la GGI, de la DGA. Tandis que pour ce qui est de la DGA, nous sommes limités à la présentation. C'est de ce côté-là qu'il y a des problèmes, non seulement de structures, mais aussi un problème d'acteurs. Les problèmes majeurs de nos structures de mobilisation, c'est d'abord un problème d'ordre. Il est commandé qu'un diagnostic de régime d'administration. Qu'on commence d'abord par identifier la cause des contre-performances avant d'y apporter une thématique appropriée. De notre expérience, après l'appel de santé que nous avons mené, il se pose un problème des capitaux humains dans ces régimes financiers. Non pas que les gens n'ont pas étudié, mais les gens ne sont pas vraiment à la dimension du capital humain tel que défini par cette économie santé. Nous avons un problème des hommes ressources. Comme François Pérou disait que dans chacune des organisations, les hommes restaient les ressources des ressources. Gallagher, il avait estimé que pour être capital humain, l'homme doit justifier de certaines qualités, notamment la bonne formation, la bonne santé et suffisamment d'éthique. C'est là aussi un autre problème qu'il faut résoudre dans le cadre de nos structures de mobilisation des ressources. Au 6e chapitre, nous avons présenté le système fiscal actuel avec ses limites avant de passer à la 3e partie où nous proposons la nouvelle fiscalité sénoriale. Après avoir défini les concepts, après avoir identifié les problèmes, nous tentons de présenter des propositions. Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes dit que s'il faut rationaliser les systèmes fiscaux au Congo, il faut d'abord commencer par déterminer la capacité fiscale de notre pays. Et pour bien mener cette démarche, nous avons répondu à des outils statistiques, notamment en observant les notions de l'économie. C'est ainsi que nous avons déterminé les variables, aussi bien en fiscalité des comptes qu'en fiscalité intérieure. Pour ce qui est de la fiscalité des comptes, nous avons déterminé des variables exogènes, qui sont les produits nationaux bruts, qui sont les bassins contribuables, les taux et la motivation de la gestion. Tandis que pour la fiscalité intérieure, les pertes ainsi que les bassins contribuables ont été remplacés par la flotte, c'est-à-dire l'ensemble des importations et des exportations, et ainsi que par le pouvoir d'achat, étant donné que la douane réelle de la fiscalité indirecte est supportée par les consommateurs. Nous avons construit un modèle mathématique qui nous a permis de déterminer d'abord la compréhension, parce que la rationalité du livre, on partit par objectif. Lorsque nous voyons les organisations les célèbres aux dirigeants de certains régimes, c'est tout simplement parce que les standards ont été déséquilibrés. Et la question fondamentale de notre système fiscal, il fallait d'abord commencer par déterminer la capacité fiscale de l'État. En se servant de ces quatre variables selon la fiscalité, nous avons dû déterminer la fonction de production des intérêts entreprises en faisant un pays de mathématiques. Parce que la démarche, lorsque vous voulez estimer les recettes en servant de l'économie, vous devez d'abord convertir toutes ces variables en forme matricielle. Vous transposez la matrice et vous la multipliez à la matrice primaire avant de la multiplier à la matrice transposée ainsi que la matrice de la valeur estimée. Ayant fait toute cette démarche, nous avons pu obtenir une loi d'ajustement en déterminant
gens en estimant les paramètres A et qui nous ont donné la vraie capacité fiscale de nos régimes. Ainsi pour la DGI, elle ne peut donner au minimum qu'1,4 milliard, tandis que la DGDA, d'après ces chiffres, elle ne peut donner au minimum que 4,4 milliards. Lorsque nous avons compensé les recettes réalisées, et si on recette attendu, parce que vous savez qu'en fiscalité, il y a une différence entre la pression fiscale ainsi que la capacité cognitive des États. La pression fiscale, c'est des ratios entre les recettes réalisées et les PIB, tandis que la capacité contributive pour la capacité fiscale, c'est des ratios entre la pression fiscale ainsi que les recettes attendues. Pourquoi on parle des recettes attendues? C'est parce que dans les systèmes budgétaires congolais, nous avons une seule méthode d'évaluation, ce qu'on appelle la pénalité année. On se contente de ce qui a été fait l'année passée en y apportant quelques collectifs. Tandis qu'aujourd'hui, dans les normes, il y a deux méthodes d'évaluation des recettes. Il y a la pénalité année, mais il y a des systèmes à base zéro. Donc, c'est les systèmes à base zéro qui utilisent les outils économiques dont nous sommes servis pour déterminer les standards. Après avoir constaté ces problèmes, nous proposons pour une fiscalité de développement dans notre pays 8 choses. La première, c'est la détermination préalable de la capacité fiscale de notre pays, ce qui a été déterminé. La deuxième chose, nous proposons une unité de politique fiscale. Parce que chez nous, les régimes financiers fonctionnent en variant, d'une manière telle que la DGI n'est pas au prendre des mesures qui sont prises par la DGI et plus de ça, ainsi que de la DGI. C'est ainsi qu'on se retrouve avec une flopée des impôts et des taxes qui sont mangeurs de l'économie. Et à ce moment-là, l'impôt devient prédateur. Donc, il est important, non seulement pour notre pays et naturellement pour tous les pays d'Afrique, d'avoir une unité qui coordonne toute la politique fiscale. Troisième chose, nous proposons un comité de stratégie dans chacune de ces régions. Ailleurs, notamment en Afrique du Sud et en France, on a ce qu'on appelle les conseils d'analyse économique. Ce sont des structures qui sont en train de réfléchir pour orienter l'action publique de l'État. Alors, ces comités de stratégie, nous voulons qu'ils soient composés de 15 membres recrutés dans les ministres scientifiques, professionnels, ainsi que dans la société civile, de manière à faire avancer notre fiscalité, afin qu'elle ne puisse pas être prédatrice par rapport à l'économie. La quatrième chose que nous proposons, c'est l'objectif rationnel de l'impôt. Vous ne pouvez pas continuer à demander aux gens de payer l'impôt quand l'impôt n'a pas un objectif rationnel. Jacques Mo et Raffino avaient défini l'objectif rationnel comme étant la réaffectation des ressources en direction des biens et services des contribuables. C'est-à-dire que lorsque les gens qui payent l'impôt se rendent compte que dans une certaine mesure, c'est vrai, on me dira que l'impôt n'a pas de notion particulière, mais ce sont des notions à interroger dans notre système pour les rendre difficiles. Je disais ceci, lorsque les contribuables voient ces conditions de vie s'améliorer, il sera enthousiasmé de payer davantage afin de s'améliorer et aller devenir amis. La cinquième chose que nous proposons, c'est le fonds fiscal soutenu. Nous avons besoin aujourd'hui des réformes structurelles et non des formatage conjoncturels. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsqu'on a une autre ministre, il pose quelques actions. Et 3 mois après, on revient à la même chose. Jacques Mo avait proposé l'effort fiscal. Mais moi, dans le cas je pensais que pour notre pays, on ne peut pas parler de l'effort des services. On doit insister sur un effort soutenu, c'est-à-dire continu. Sixième proposition, nous avons présenté des nouvelles pistes pour des recettes. Et l'exemple, c'est que lorsque vous avez les 3 milliards d'hectares, si vous demandez aux occupants d'un seul hectare de donner à l'État tout simplement $1 par an, vous voyez là le pouvoir de la. Et cette taxe, on ne peut pas l'appeler taxe foncière.
On doit l'appeler spécialement la taxe de reconstruction parce que la fiscalité foncière ambassadée dans la fiscalité locale. La cinquième chose, et nous nous proposons ici, aujourd'hui nos régimes financiers, même si on a des personnes de pays, ils posent des actes d'État, ils doivent réduire aux notions de marketing manuel. C'est-à-dire, appliquer les 4 P. Il faut que les gens qui payent les fonds puissent se sentir à l'aise. Ils doivent chercher à baisser les taux. Parce qu'en marketing, lorsqu'on parle des 4 P, il y a des taux, il y a aussi des taux. Mais dans les cas de la fiscalité, les plus c'est les taux. Lorsque les taux sont vraiment élevés, vous verrez que les gens vont trouver des voies pour contourner les primaires. Alors, au lieu de rester là, dans les mécanismes classiques qui ne résolvent pas le problème, je pense, à mon humble avis, que si on a mené toutes ces pratiques dans les contextes de notre fiscalité, je crois que ça doit marcher. J'ai constaté avec le plan, l'État de médias l'État de grâce à faire, et pas de sur le régime. Je préfère m'arrêter là et à terme attendre une autre question pour d'autres éclairages de l'ordre. J'ai dit, je vous remercie. Merci pour cette présentation faite. Nous allons, sans plus tarder, passer la parole aux membres du jury qui ont 2 minutes chacun pour discuter avec les experts. Nous allons commencer par le professeur Koué. Je crois que mon travail était grave parce que l'assesseur des premiers intervenants auprès de M. Paul, j'ai eu davantage de connaître, outre professionnellement, sur le plan du métier de la loi, mais sur le plan de la profession d'enseignant. Je voudrais féliciter M. Paul qui a mis cette thèse. D'abord pour l'abondance et la qualité de son travail. Sans omettre, effectivement, et je le connais depuis longtemps, puisqu'il est mon collaborateur par ailleurs, de sa compétence dans l'exposition. Voici le sens de mon intervention. Je vais développer mon intervention en 3 points, à savoir les observations, les propositions et quelques préoccupations que je peux traduire en questions, des questions anonymes qui n'enlèvent en rien la qualité de votre travail. D'abord, mes observations. Mes observations se résument en 4 points. À porter sur, je n'ai pas de nouvelles réflexions, ils vont porter donc sur les épigrammes, sur l'hypothèse de travail, sur le plan de votre dissertation de doctorat et sur la bibliographie sur votre littérature scientifique. Pourquoi refuser d'utiliser un certain nombre de choses? Rappelez, vous utilisiez un livre, je ne voudrais pas que ce soit personnel, mais je vous ai remis un livre que j'ai écrit. J'aurais voulu, on était scientifique, puisque vous l'utilisez, et j'ai retrouvé quelques brides de ces livres, que vous ayez au moins cette utilité scientifique de faire. Et je pourrais vous suivre en jeu. J'aurais voulu, dans l'avenir et dans la question finale, que vous envisagiez la possibilité d'équilibrer le texte. Je vais vous donner un simple exemple. Sur les 400 pages qui sont au-delà de ce que nous recommandons par mois, votre exposé est d'autant plus clair que quand j'ai lu, j'ai pensé que vous ne dégagiez pas suffisamment de propositions, de solutions trouvées, ainsi que les réformes possibles. J'avais souhaité que vous insériez vraiment d'une façon claire, et ça je le tiens de la faculté de médecine où quelques-uns d'entre nous assurent les enseignements. Quels sont les problèmes qui attendent votre système fiscal qui est assez irrationnellement pour assurer
construire des mécanismes de relance. Et la dernière, la voici, très simple aussi. Nous avons vu que votre thèse peut se résumer. Permettez-moi de résumer votre thèse. Voici les résultats de l'assainissement. Voici ces résultats pour relancer l'économie. C'est ce que vous avez appelé, à tort ou à raison, coefficient fiscal. Alors, mes petites questions sont les suivantes. Quels sont les résultats que vous avez obtenus en termes de chiffres? Et quelle relance proposée? Et c'est une relance fiscale, et c'est une relance budgétaire, et c'est une relance de politique financière. Est-ce que c'est une relance politique monétaire ou une toute autre relance? Voilà les questions. Monsieur le Président, il me laisse en continuer. Je ne voulais pas poursuivre pour ne pas abuser de votre patience. Je voulais remercier les professeurs de l'intelligence de avant de répondre à ces 4 questions. Je voulais d'abord réagir par rapport à ces observations, notamment sur le plan de la démographie et des hypothèses. Donc, les observations ont été bien intégrées. Seulement, nous étions convaincus et je devais le faire sur le général, compte tenu du temps, et l'enveloppe qui a été réglée dans la terre de ces éléments. Donc, les observations intéressantes. Les propositions sont les bienvenues. C'est que je considère que je suis d'entrée dans la chambre encore. Je ne voudrais pas y aller. Mais je vais quand même répondre aux questions. Le professeur pouvait me demander quelle est l'originalité de ma thèse, c'est-à-dire quel est mon rapport. En lisant ce que j'ai écrit, je fais une revue littéraire de la plupart des ouvrages qui existent sur la question de dans les mots de Chine. Je ne dis pas que j'ai lu tous les ouvrages, mais j'en ai lu un millier. Je ne me souviens pas avoir trouvé dans un seul livre, ici comme ailleurs, qui a déterminé la capacité fiscale d'un État de façon naturelle. Donc je crois que si vous autorisez aujourd'hui l'histoire de l'État, ça sera votre fils. Nous allons faire quelque chose par rapport à la question de l'économie fiscale. Mais je ne dis pas que j'ai été le gouvernement, mais j'avais laissé. Et je me dis pourquoi c'est si possible. Le gouvernement est dans le cadre de son plan d'assainissement des finances appelé Bambou, il avait fait recours à un pilote, à un constructeur canadien, pour déterminer sa vraie capacité fiscale. Pendant 5 ans, j'ai approché sur cet internet, il n'avait pas trouvé les variables exogènes. Vous n'avez pas trouvé? Les variables exogènes pour déterminer la capacité. Aujourd'hui, que votre discours attendait de faire, je crois que c'est la forme. Mais ce que j'ai dit, je l'ai dit sur votre contrôle, c'est que vous n'avez pas des longues, vous avez une grande quantité de cervelle dans votre tête, vous pouvez toujours me trouver le problème. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit là, il a été constaté. Donc l'originalité ici, c'est d'abord la détermination mathématique et la capacité fiscale des États. Ça, ceci, ce n'est pas une émission. Mais ce n'est pas là. Nous n'avons pas évité les politiques fiscales, ça n'a jamais existé. C'est ainsi qu'aujourd'hui, s'il faut faire de la sommation et construire les classes, il y a des entités économiques qui supposent d'appliquer 300% de leurs revenus titre des droits de classe. Et c'est ce qu'il y a une économie informelle. Lors de la leçon magistrale, j'avais dit que l'économie informelle, c'est comme le phénomène enfant de la lune.
les mesures fiscales de notre pays sont tellement ironiques et ça pousse ces gens à basculer vers le frontière. Donc l'idée de politique fiscale n'avait jamais existé. C'est un petit rapport de votre ministère. Troisième petit rapport de votre ministère. Et c'est le professeur avec tous les experts d'achat comptable. Votre disciple propose ici des comités de stratégie. Lorsqu'on lit l'histoire fiscale de notre pays, depuis ici, cette structure, à mon avis, une autre n'avait jamais existé. Ce que vous avez dit de capacité, c'est un avis, parce que c'est un de points. Quand on ne connaît pas la population, on ne connaît pas toutes ces choses, on ne peut pas aller plus vite. Je vous en prie, Monsieur le Président, j'en ai terminé, je suis satisfait. La parole au professeur numéro qui André, va interroger l'espionnage pendant 10 minutes. Nous avons fait l'occasion de lire, j'apprécie beaucoup, le premier bloc de ce travail, sur lequel nous avons apporté, moi j'ai apporté un amendement, qui aura une version finalisée. C'était hier dimanche. Je n'ai pas eu le temps d'avaler tout ça. Il aurait été souhaitable que les séminaires la version corrigée à la version finale. Moi, je vais le finage et toutes les corrections de forme ont été portées. Hier, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de vérifier si toutes les corrections, toutes les observations, n'est-ce pas, ont été corrigées ou portées. En feuilletant le document, comme par hasard, je suis tombé sur la page 289 où je retrouve les mêmes incorrections. J'avais fait le remarque secondaire qu'un paragraphe ne peut pas prendre la moitié de la page. C'est revenu. Page 289. Vous avez un paragraphe qui comprend la moitié de la page, ce n'est pas scientifique. Toujours en feuilletant le gré de bas, en passant, je suis tombé sur la page 336, la page 336 de votre travail, où vous avez les références qui prennent plus de la moitié de la page. Vous avez deux paragraphes, puis les références prennent je crois que c'est moi qui suis après cette défense, va retrouver sa version politique et la version qui nous saisit. Donc, c'est la présence. Mais, s'agissant de ces trois questions, la première question, une petite question. La question des départ. Avez-vous convoqué une question générale et une question spécifique? Dans le cadre de cette thèse, il était question de limiter la pression fiscale par rapport à l'économie. C'était la question finale. Mais la question spécifique est une parce que je l'ai souligné dans les cadres de mon travail, on ne devrait même pas chercher à savoir est-ce que cette fiscalité peut faciliter l'éclosion de l'homme économique. Est-ce que cette fiscalité peut faciliter les développements de l'homme économique? Je crois que je vais faire la page. Je les sors, mais c'est là que je rejette les observations expliquement du côté de ma famille scientifiquement. Mais je voulais tout simplement relever que dans l'introduction générale, je peux même préciser la page. Mes questions de recherche partent de la page 9. Jusqu'à la page 12. Il y a la question générale et il y a la question spéciale.
sais que vous mettre dans la vie. Mais son souci, c'est d'aider son disciple à s'améliorer. Maintenant, s'agissant de la solution, nous avons proposé des solutions pour assainir le système, notamment la détermination de la capacité financière. Nous avons parlé des limites des politiques fiscales, de l'effort fiscal soutenu. Si ces choses sont mises en place, vous verrez que les choses iront du mieux. Mais lorsque je me posais la question de savoir quelle est mon originalité, je suis convaincu parce que je sais qu'il n'est pas bon. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez soutenu que votre thèse avait pour objectif de déterminer la capacité fiscale de la RDC. Je suis. Au travers de vos analyses statistiques économiques. Oui. Ce sont des chiffres. Donnez-moi ces chiffres-là. Quelle est la capacité fiscale aujourd'hui de la RDC? C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup. Je suis à la page. Je donne déjà les chiffres, mais je donne la page sur la page de la capacité fiscale aujourd'hui pour la DGI est au niveau 1,4 milliard de dollars. C'est-à-dire que pour la DGI, c'est 4 milliards, pour les 4 milliards 500 millions. Donc je cherche la page. Mais aujourd'hui, la DGI est combien par an? 1 milliard. 1 milliard, c'est 800 millions, c'était 800 millions, maintenant c'est 1 milliard. C'était à 800 millions, maintenant c'est 1 milliard. 1 milliard. Il faut doubler ça. Alors, Il faudrait doubler le chiffre. 4 milliards. DGI, c'est 2 milliards. Non, c'est 1 milliard et 1 milliard. Mais jusque-là, ils sont entre 200 et 300 millions. La DGI, c'est 4 milliards. Environ 4 milliards. Pour les 4 milliards 500. Ça peut soit combien? Soit un jour, on peut maintenant 1 milliard. Mais l'année passée, c'était 800 millions. Maintenant, Mais dans le budget de l'année 2010, on est assigné combien? 800 millions. 800 millions. On est assigné 800 millions, vous devez passer à 4 milliards. Oui, et je vais demander sur ce sujet. Non, on est pas sur ça. Sociologie, éthique, tout ça, c'est ça. C'est bon, hein, c'est bon. Nous, c'est l'économie là. Sur les 5 milliards, ils peuvent faire 4 milliards. Oui. 4 milliards. Combien de temps de femmes vous avez? Combien de femmes vous avez? Combien de femmes vous avez passé au Parlement? Vous avez dit, si vous vous trompez, vous pouvez faire 4 milliards. Référence à thèse de ce. Oui. Le statistique, on est à 4 milliards parce que si vous pouvez faire des satellites, vous savez, une thèse d'écart, on ne la cache pas. Les idées là, ça c'est là publié, les laboratoires. Il y aura des questions et réponses qui vont venir de la presse, des gens qui connaissent assez sur ça. Donc il faut que nous nous rassurions que c'est que vous avancez la réponse. Ce sont des chiffres vérifiables. Il ne faut pas que nous on avance à contre les paroles de la Bible. Pas du tout. Je ne suis pas contre la Bible, Pas du tout. D'ailleurs, je voulais que quand vous serez ministre des Finances en 2012, si vous ouvrez la tête aussi à la page 311, vous aurez la fonction de production de la DGI. C'est-à-dire, il suffit seulement de prendre cette fonction-là, de remplacer les variables, et vous avez la capacité fiscale de la DGI. C'est combien de DGI? Ok. Donc, je commence d'abord par féliciter M. Bouy pour avoir mené à bonne fin ce travail scientifique, car j'ai été le témoin privilégié de sa détermination et de son endurance. Première question, quel serait le rapport à établir entre la carte numéro 4 de la page 169 et le tableau numéro 9 de la page 173?
Deuxième question, comment interprétez-vous le schéma de la page 318? Vos principes novateurs du chapitre 7 et les grands axes de votre contribution du chapitre 8 seront-ils appliqués un jour? Si oui, sous quelles conditions? Si aujourd'hui, la DGI parvenait à recenser de façon effective tous les travailleurs, l'impôt sur les revenus des personnes physiques peut venir encore renforcer sa capacité fiscale. Il nous semble, jusqu'à ce jour, d'après les statistiques de la Banque centrale, la République démocratique du Congo a 13 millions de salariés. Mais lorsque nous lisons les répertoires de la DGI, il y a moins de 500 000 salariés. Donc c'est un jugement fiscal qui n'est pas possible. S'agissant de la deuxième question, les schémas qui se retrouvent à la page 318 veut tout simplement nous faire voir que le rôle du comité de stratégie, c'est d'abord d'évaluer les performances en se référant à la vraie capacité fiscale de l'origine. Lorsque vous voyez qu'il y a des schémas qui descendent vers le bas, ça nous démontre tout simplement que les recettes réalisées actuellement sont inférieures par rapport à la vraie capacité de l'origine financière. Donc, lorsqu'on est en train de parler aux gens, il faut des fois illustrer cela par des schémas ou des dessins pour qu'on puisse comprendre facilement qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un écart entre les recettes réalisées et les recettes attendues. C'est pour cela que j'appelle le relevé dans mon exposé que les produits fiscaux ont un jour de l'outil d'appréciation des performances fiscales de l'État. On ne se réfère plus seulement à la version fiscale, mais aujourd'hui, on se réfère à la capacité fiscale des États. Donc ces graphiques démontrent que l'État existe entre les recettes directement et les recettes attendues dans le développement. Troisième question. Parmi les recettes que vous parlez, si je réponds à l'érabilité, là je réponds en disant oui, je crois que c'est très grave que les membres de CGI, un jour il y aura des gens qui seront à la tête de l'Université de France. Et ils vont nous aider certainement à une mauvaise solution. Si cela n'arrive pas, nous nous proposons dès la semaine prochaine, si cette thèse obtient votre déplacement, nous allons solliciter une audience auprès du ministre des Finances pour en parler avec lui. Nous passons la parole au professeur Bakary Jacques. D'abord, pour dire bien de la thèse de chez nous. La thèse est rédigée en langue française. La lecture est agréable et moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir à lire cette thèse-là, donc sur le fond ainsi que sur la forme. Le seul regret que j'ai, c'est de constater que certaines recommandations que j'ai données au législateur n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la question de la fiscalité informelle, de l'économie informelle. Nous avons discuté avec lui et j'ai bien fait part de l'existence des ouvrages, notamment sur la recommandation, sur le passage, à du passage de l'économie populaire à l'économie fiscalisée. Toutes ces réformes, j'ai eu le temps de les faire, nous sont imposées de l'extérieur tout simplement parce qu'on devait atteindre le point d'achèvement. Mais ça ne cadre pas avec nos réalités. Je ne peux pas sortir de ma thèse. S'agissant des obstacles à la TVA, parce que c'est toujours la Banque mondiale, toujours. Elle a ses avantages, mais en politique publique,
il a beaucoup de déficits par rapport à nos réalités. La valeur ajoutée, c'est définie en économie. Comme la phrase, je dirais bien les gars pour les cas, qui existe entre la valeur de la production ainsi que les valeurs intermédiaires nées de la production. Donc vous voyez qu'il y a le mot production qui revient à l'entreprise. C'est une taxe qui n'a de sens que dans des pays où il y a de grandes capacités productrices. Pour l'histoire, la TVA, le déclencheur de l'idée de la TVA, c'est Thomas Hobbes lorsqu'il parla de l'impôt islamique. Mais la France n'a pu l'accepter qu'en 1950. Et à ce moment-là, elle était assise seulement sur la production et le commerce des groupes. C'est seulement en 1978 qu'ils ont dit élargir ça jusqu'au niveau de l'artisanat et du petit commerce. Vous allez au Maroc, c'est depuis 1986 qu'ils avaient instauré la TVA. Mais les mesures d'application ne sont arrivées qu'en 2006, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Dans ces pays, nous souffrons de ce qu'on appelle aujourd'hui la dromologie, la science de la vitesse et de ses ravages sur la société. Je ne vois pas comment d'abord, le premier obstacle c'est d'abord, nous n'avons pas suffisamment de production. Et je ne vois pas par quelle magie la TVA va faire mieux que ici. Deuxième obstacle, il y a d'abord un problème culturel. L'affichage des prix est obligatoire dans ces pays d'après les développements économiques. Mais passer dans toutes ces magasins, c'est difficile de trouver les prix déjà. Or, les sociétés de quoi? C'est les vendeurs qui vous calculent, vous savez que vous devez payer quand vous venez. Comme ça, lui, il va faire des déductions avec la TVA payée à l'importation à la production. D'abord, quel est ce Congolais qui va te faire le vrai calcul? Première difficulté. La deuxième difficulté, toujours au niveau de l'application, on sera obligé de créer des banques dans les frontières pour rembourser ceux qui, après avoir acheté, nous doivent repartir. Certainement que ça sera une mafia organisée. Ça sera innovant pour faire perdre de l'argent. Donc, je crois sincèrement que les décors n'est pas encore bien plantés pour qu'on puisse appliquer la TVA chez nous dès le 1er janvier. Tout simplement parce que nous produisons pas assez. Et aujourd'hui, parmi les politiques fiscales désirables, on insiste sur le principe de la simplicité. On trouve que la fiscalité est à la trop réelle. Même les experts s'écroulent. Mais maintenant, la réalité, il y a des règles de je ne vois pas quel est ce changement de faire. Et je crois qu'on a pris une décision pour n'avoir pas résolu. Donc les résultats de la c'est au niveau de la production et au niveau de notre pays. Voilà, Monsieur le Président, je suis satisfait. Je voulais juste ajouter un élément aux obstacles. Il s'agit d'un obstacle technique qui porte sur la comptabilisation. Donc la comptabilisation de la TVA. En ce qui concerne mes questions, c'est depuis 2005 que je pose mes questions aux clientèles. Toutes les questions sont contenues dans ce travail. Je ne vois pas si je peux encore poser mon question. Je m'arrête là. Je rends la parole. Je crois que c'est une option vous avez été parce que vous nous permettez d'être là. Alors, nous allons peut-être demander à. Mais pour poser la question, il faut d'abord soit le docteur. Si vous n'êtes pas docteur, les questions dans votre public, ici c'est pour une thèse de doctorat. Donc les gens peuvent poser la question, c'est seulement si vous-même vous êtes docteur. Observe, est-ce qu'il est possible de rester dans 2 minutes? Merci. Probablement 1 minute et demie. Merci bien, Monsieur le Président de la séance. Au lieu d'une question que je m'en fais poser, ce serait une opinion que je vais mettre sur le travail et la manière dont il a été présenté. J'ai entendu le récipiendaire jusque-là
le résumé de son travail. J'ai lu, et je lis, le titre de son travail. J'arrive à un constat. Ce qui se conçoit bien s'énonce clair. J'ai entendu le résumé du travail. L'auteur a été rationnel, comme la sélection préconise et aussi. Le travail est intéressant. Après la séance, je prendrai contact avec M. Poy en ma qualité de chef du département de sciences de gestion à l'UNICLI. Il va rejoindre l'équipe qui va réfléchir sur les moyens que l'État devrait acquérir pour remplir ses caisses. Tout à l'heure, j'ai entendu la dire que si dans 2-3 jours, après qu'il soit reçu en tant que docteur, il va demander l'audience auprès du ministre des Finances. Mais c'est peine perdue. Nous sommes en période électorale. Est-ce qu'il va être disponible? Est-ce que ce qu'il va vous dire va l'engager un mois plus tard? Je vous félicite en part. J'attends, si la liste est rapportée pour travailler avec moi au département des sciences de gestion. Voilà, je vous remercie pour cette intervention. Nous allons demander au moment de jury. Les autorités et les professeurs d'apologie ici à l'Université catholique du Congo, l'article 245 de notre règlement. Après tout ça, paragraphe 2, toutefois, les candidats sera proclamé docteur après avoir publié en il y a 5 ans moins des parties principales de sa thèse sous une forme prouvée par les. Donc nous allons le proclamer. Quand il va publier, alors il sera. Donc, pour la thèse, on lève on suspend la séance, et je vais le délibérer, on ne va pas traîner le temps. Je suis très content, très joyeux, satisfait de la prestation du candidat. Le sujet qu'il a choisi est pertinent. L'État, à l'heure actuelle, a des problèmes d'argent. Comment faire revenir l'argent qui est dans les poches des gens, dans les caisses de l'État pour lui donner les moyens de sa politique. Et il a fait un bon travail. C'est une étude qui va se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons des résultats probants. Alors, par rapport aux étudiants qui envisagent aussi suivre ce même domaine. Oui, justement, ils vont renforcer l'équipe. Parce que j'ai dit qu'il va nous rejoindre pour que nous puissions réfléchir. Mais la réflexion ne se fait pas à une personne, c'est plusieurs personnes. Donc, autant de têtes, autant d'idées, et là, on va aboutir à une solution. Au nom de la promotion de LD Entrepreneuriat au département de gestion des entreprises et organisation du travail à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa, nous disons nos sincères félicitations à M. le docteur Godin Poyi Kadima qui vient de défendre sa thèse de doctorat sur l'assainissement rationnel du système fiscal éloigné comme mécanisme relanceur de l'économie, problèmes et perspectives d'une fiscalité de développement en République démocratique du Congo. Nous étant ces produits à l'université de Kinshasa, précisément dans le département de gestion d'entreprise, comme option entrepreneuriale, gestion des PME, nous sommes satisfaits par rapport à son exposé, par rapport à tous les éléments, toutes les innovations qu'il vient de nous présenter. Et nous sommes aussi confiants, nous le rassurons qu'il n'avait pas prêché sur
le désert. Il a prêché sur les étudiants éveillés. Nous également, nous serons séduits par son domaine de recherche pour réaliser ensemble, avec, en se référant de sa thèse qu'il vient de présenter, pour aussi faire mieux que ce qu'il a aussi présenté. Donc, c'est une thèse qui est accueillie à bras ouverts par les étudiants de l'Université de Kinshasa en général. C'est le département de gestion des entreprises et organisation du travail, précisément en deuxième licence, entrepreneuriat et gestion de PME en particulier. Tout s'est bien passé. Nous sommes maintenant en train d'attendre le jury pour qu'il puisse se prononcer. C'est pourquoi nous sommes là. Et dans la généralité, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, mais nous sommes totalement satisfaits parce que le jury lui-même a eu à l'indiquer qu'ils ont été satisfaits aux réponses données par le récipiendaire qui est le pasteur Gaudi. Chargé par le recteur de l'Université catholique du Congo de procéder à l'organisation de l'épreuve finale en vue de l'obtention du grade de docteur en économie et développement présenté par M. Godin Bourika-Dima. Avant d'organiser cette épreuve, conformément au normes de constitution apostolique, Sabia Sia Christiana du 15 avril 1959, Cordé Israël du 15 août 1990 et de l'œuvre ordonnance d'application. Conformément au statut de l'Université catholique du Congo et conformément aux dispositions légales régissant la corrélation des bases académiques à l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique. Conformément aux dispositions susmentionnées, cette épreuve doctorale a comporté deux parties, à savoir, primo, élection provinciale, secondo, la présentation et la défense d'une dissertation originale et inédite dans sa présentation d'ensemble. Après avoir délibéré à huis clos, M. Godin Bourika-Dima a réussi à l'épreuve finale en vue de l'obtention du grade de docteur en économie et développement avec la mention grande distinction. En application de l'article 35 de la Constitution apostolique, Sabia Christiana, et en application de l'article 245, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Université catholique du Congo, le candidat ne sera proclamé docteur en économie et développement qu'après avoir publié, en ayant 5 ans, au moins une partie principale de cette thèse
par 2 jours. Fait à Kinshasa, ce lundi 20 octobre 2011, professeur Koubouli Moulamou, secrétaire de jury, professeur Kabanga Moussa, promoteur, professeur André Zimmerman, président du jury, professeur Grégoire Bakabeja, co-promoteur, et le professeur Edgar Makouza, co-promoteur. J'ai dit que je vous remercie. La proclamation ayant été faite, je déclare close cette séance de soutenance biblique de défense de thèse de M. Godet. Merci. Soki Nathalie bipayunga nonga yaweza mbe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbongi pemino kwa mokili yolongisa ngai koloku mama kimia eyano na zuwa na tango apasi osi na yuda koloku nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba bolingo motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana yo lekolo aleluya yesu aleluya engambe mobali mosika na nzambe elika te namona lisusu ngambo mema yesu venu assister à la soutenance de la thèse de doctorat de Pasteur Godin Mboui qui a soutenu sa thèse de doctorat sur l'assainissement de finances publiques en matière de douane, de tout ce qui concerne les impôts. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux que souhaiter la bonne chance à tous les hommes de Dieu, que le Seigneur puisse les bénir, les assister pour qu'ils progressent et qu'ils aillent de l'avant. Comme le pasteur Godet, en tant que pasteur, il a soutenu sa thèse de doctorat. Pourquoi pas qu'il y ait d'autres pasteurs aussi qui soutiennent leur thèse dans d'autres domaines, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de droit, sur le plan, que ce soit en théologie. Je suis satisfait. Moi, je reconnais la miséricorde de Dieu à mon égard. Je ne suis pas spécial, c'est la grâce de Dieu qui a fait que je sois là aujourd'hui, que ça se passe comme ça s'est passé. Je demande à tous ceux qui veulent l'étudier effectivement, au lieu d'avoir des diplômes. Donc c'est ça le conseil que je donne à tout le monde. Même à vous là, si vous voulez encore continuer les études, il ne faut pas les continuer pour avoir des diplômes. Mais il faut les continuer pour avoir suffisamment d'intelligence. Donc c'est ça le message que je peux lancer. Je suis en contact avec vous. Et il faut...